Merci de nous retrouver en ce week-end de l'échiquier international consacré aujourd'hui au bouleversement géopolitique déclenché par la guerre en Ukraine sur le bassin méditerranéen avec ses deux rives nord et sud. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le monde est entré de plein pied dans des divisions et un tourbillon de changements des plus inattendus. Cependant, ces bouleversements géostratégiques catastrophiques pour certains pays qui n'ont pas surmonté le choc ont été des plus profitables pour d'autres pays. C'est sur cette onde de choc ou de cette onde de choc provoquée par la guerre en Ukraine que nous allons parler ce soir. Pour ce faire donc, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici présent sur notre plateau Badis Khenissa. Monsieur Badis Khenissa, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes expert en questions internationales, mais que vous êtes également président du think tank Émergence. Bonsoir et merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir. Et plus aujourd'hui sur le plateau. Bien sûr, plaisir partagé. Donc, Badis Khenissa, depuis donc la guerre en Ukraine, le monde est plongé dans des bouleversements géopolitiques des plus durs. Comment, selon vous, certains pays ont pu s'en sortir, mais disons-le pas s'en sortir, mais surmonter, si vous voulez, ces ondes de choc? Vous l'avez très justement rappelé, aujourd'hui nous sommes en train de vivre un cataclysme géopolitique qui a finalement redistribué les cartes géopolitiques à travers d'abord un changement de paradigme, un changement aussi de modèle de gouvernance, puisque aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce système unilatéraliste d'un duopole Est-Ouest, plutôt vers qui plus est démagogue, puisqu'il a écrasé plusieurs pays, certains pays faibles, en tout cas considérés comme faibles, vers peut-être un système, un modèle de gouvernance beaucoup plus multilatéraliste, avec une approche bienveillante, avec des intérêts communs. Donc, et puis surtout, il a mis à nu notamment les disparités entre les États pour faire face, notamment d'abord, si on revient un peu dans la chronologie justement des crises, puisqu'elles sont plusieurs, la crise sanitaire du Covid, qui a là aussi a eu un impact majeur sur justement cette disparité. Rappelons la diplomatie des masques sur les tarmacs, la diplomatie des vaccins. Et par la suite, effectivement, je dirais, la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine a fait qu'aujourd'hui, effectivement, ces crises multidimensionnelles, rajoutées à cela dans la chronologie certaines crises comme la crise énergétique, la crise alimentaire, puisqu'il est question aussi aujourd'hui d'avoir une certaine indépendance, a fait que certains pays, malheureusement, n'avaient pas assez de profondeur, de modèle justement de gouvernance sur lequel s'appuyer. Ils n'avaient pas peut-être aussi parfois certaines alliances, je dirais, stratégiques pour pouvoir faire fi et passer outre, mais surtout maintenir. Et on a vu certains pays se sont effondrés. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire, parce que de toute façon, même les pays dits industrialisés, forts, comme par exemple des pays européens, ont du mal à surmonter. Il y a eu la crise énergétique, celle du gaz, de l'électricité. Alors, que penser des pays de la rive sud de la Méditerranée qui, déjà d'emblée, étaient très fragilisés dans des situations de précarité plus ou moins masquées et qui, avec cette crise, donc, ou cette guerre en Ukraine, a fini par craquer. Et je cite par exemple le Liban. Le Liban n'a vraiment, ou a été l'un des pays qui n'a pas réellement surmonté, n'a pas pu justement monter la pente. Jusqu'à aujourd'hui, après donc depuis 2019 déjà. Absolument. Vous avez pris un exemple très factuel et j'ajouterai un autre. Aujourd'hui, le traité de Maastricht, donc les pères fondateurs, le modèle même de pourquoi l'Union européenne a été fondée est mis en péril. Donc nous avons vu certaines disparités aussi dans la diplomatie elle-même. L'Allemagne, pour la première fois, elle s'est permise de valider un budget de la défense qui a eu une augmentation exponentielle vis-à-vis de post-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Certains pays ont fait cavalier seul dans leur démarche et leur politique intérieure. Il y a eu même une crise entre l'Allemagne et la France. Exactement, sur fond exactement. de guerre en Ukraine. Absolument. Ce qui explique effectivement que, encore une fois, nous faisons face vraiment à une espèce de redéploiement en fait, dans lequel tous les pays sont plus dans une approche d'abord d'indépendance et de souveraineté, puisque c'est là dont il est question,
certains pays qui peut-être avaient certaines défaillances ou certaines ruptures entre les gouvernants et leurs sujets et leur peuple ont fait que ils n'ont pas été suffisamment soutenus par cette base populaire qui a précipité bien évidemment leur chute. Vous avez cité effectivement le Liban sans assise financière, avec, je dirais, dans le sillage parfois de certains pays donneurs d'ordre par procuration, a fait qu'il n'a pas su prendre les décisions en tout cas qui s'imposent au moment voulu. Donc, un pays qui est toujours sans président jusqu'à l'heure où on parle, M. Badis Remnissa. Alors bien sûr, quand je parlais de pays qui s'en sortaient ou pas, je parlais évidemment des pays de la rive sud, parce que comme je le disais tout à l'heure, M. Badis Remnissa, ceux de la rive gauche, plus ou moins, arrivent plus ou moins à jouer donc dans des équilibres et essayer de conserver ces équilibres. Alors on parlait de la crise franco-allemande ou entre l'Allemagne et la France sur donc fonds énergétiques. Parlons-en de cette crise énergétique. Elle s'est répercutée certes sur les pays de la rive nord, mais est-ce qu'elle a été profitable quelque part pour certains pays de la rive sud, et je parle bien sûr de l'Algérie? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, effectivement, cette crise ukrainienne a démontré qu'il y avait une certaine dépendance accrue à l'énergie, notamment, surtout l'énergie fossile de certains pays dits occidentaux, dits développés. C'est pourquoi d'ailleurs il y a eu carrément une refondation, une relecture un peu aussi du prisme d'approche avec certains pays, notamment l'Algérie, puisque l'Algérie, je ne dirais pas qu'elle a profité de cette conjoncture, mais plutôt elle est restée fidèle. Ça lui a été profitable. Absolument, économiquement parlant, mais ceci étant, elle est toujours restée respectueuse face à ses engagements contractuels sur l'énergie, sur justement l'approvisionnement de l'Europe. Rappelons-le, l'hiver était rude, était froid en Europe, mais pour autant l'Algérie a su, malgré parfois certaines attaques de certains pays, notamment européens, de rive sud qui plus est, mais elle a su démontrer qu'elle était en phase, elle était responsable, elle était digne de confiance, mais surtout qu'elle est en adéquation avec les enjeux, non seulement qui sont de la rive sud, mais aussi de la rive nord. Est-ce que ça n'a pas été un petit peu le fait que ça a joué en sa faveur, que l'Algérie a depuis longtemps adopté une position de non-alignement et depuis le début de la crise, elle l'a montré dans sa politique? Est-ce que ce n'est pas cette politique qui finalement a permis aujourd'hui à l'Algérie de rester dans cet équilibre? Écoutez, l'Algérie, je pense qu'il faut revenir à la genèse aussi de sa diplomatie, qui est en adéquation d'abord avec ses principes fondamentaux qui sont constants, rappelons-le, depuis l'indépendance, et qui est toujours aux côtés des plus faibles, aux côtés justement des pays amis, pour faire valoir l'intérêt des nations, et notamment celles qui sont marginalisées, puisque le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a appelé de ses voeux qu'on aille vers un monde plus juste, un monde plus équitable, un monde dans lequel il n'y a pas cette loi, entre parenthèses, excusez-moi l'expression triviale, cette loi de la jungle dans laquelle le plus fort mange le plus faible. Et c'est pourquoi je pense que l'Algérie, elle a bien évidemment tiré des dividendes de cette constance, mais surtout ce travail de fond qui a été mené, ces problématiques qui ont été prises à bras-le-corps sur plusieurs dossiers complexes et qui font d'elle aujourd'hui, vis-à-vis des grandes puissances, de leur propre aveu, qu'elle est cet allié stratégique, non seulement qui est au service de la paix, de la pacification, mais surtout de la défense de l'intérêt des peuples à travers le monde. Oui, alors dans ces cas-là, disons-le, est-ce que cette guerre en Ukraine aujourd'hui n'a pas contribué un petit peu à la redistribution des cartes? Elle a un petit peu aussi brouillé certaines cartes concernant certains pays de la région. Nous avons vu par exemple que certains pays de la rive sud, voisins de l'Algérie, souffrent d'inflation, de cherté de la vie. L'Algérie a plus ou moins été épargnée. Alors, comment vous expliquez cette équation? Pourquoi certains pays sont très très vite tombés dans le panneau ou le piège, alors que d'autres ont pu au moins jouer avec l'œuf et la pierre, si on peut le dire ainsi? Je dirais, pour prendre l'exemple de l'Algérie versus certains pays de l'Europe, l'Algérie a su justement maintenir un cap, elle a su maintenir aussi une vision claire, pragmatique, une feuille de route qui, plus est au lendemain de l'investiture du président de la République, a été en adéquation, je dirais même dans une prospective d'anticipation, c'est ce qui d'ailleurs caractérise la diplomatie algérienne, mais aussi la diplomatie économique, puisque c'est là dont il est question. Rappelons-le que le président de la République a rajouté un nouveau concept à la diplomatie algérienne dite classique, la diplomatie économique, la diplomatie de la société civile, entre autres. Donc oui, l'Algérie, je dirais, a été plus parée à toute éventualité par aussi son expérience, par
aussi les étapes, les jalons qu'elle a pu vivre par le passé, contrairement à certains pays qui étaient tellement aveuglés par parfois une certaine approche, entre parenthèses, néocolonialiste, assez condescendante envers certains pays dits du tiers-monde ou dits des non-alignés, qui aujourd'hui ont démontré qu'effectivement, ils avaient largement l'étoffe au fait, à surpasser cette crise, voire même être un allié stratégique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir faire profiter ces pays à passer outre, mais surtout dans un intérêt désintéressé, dans une approche collective, consensuelle, collégiale que l'Algérie a su insuffler, non seulement en profondeur en Afrique, mais aussi dans des instances comme le monde arabe, dans l'espace du monde arabe, mais aussi vis-à-vis de la scène internationale comme l'Union européenne. Alors, M. Badisr Nissa, cette guerre a aussi un petit peu, si vous voulez, tout à l'heure, vous l'avez dit, levé le voile sur plusieurs faiblesses, sur plusieurs défaillances, et a montré que finalement le monde n'était pas aussi fort qu'il le prétendait, puisque de toute façon cette arrogance de l'Occident a été revue à la baisse, montrant que finalement le monde est interdépendant, et la crise céréalière en a été la preuve. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental à rappeler, c'est que certaines puissances qui se disaient des géants, ce sont des géants au pied d'argile. Puisque, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a appris de cette guerre en Ukraine? C'est qu'effectivement, l'unilatéralisme, cette démagogie de certains pays à vouloir dicter impérativement je dirais la gouvernance ou le modèle de gouvernance, ont démontré leur faiblesse, mais au-delà de ça, ont démontré aussi leurs limites en matière de gestion d'un monde, faut-il le rappeler, aujourd'hui, qui est d'une dimension d'un village à l'ère du capitalisme à outrance. Donc je pense que, effectivement, certains pays, comme l'Algérie, je reviens un peu, a su, effectivement, par un travail de fond, un travail aussi de bienveillance, un travail aussi, vous savez, les États aujourd'hui sont à même de pouvoir juger de la pertinence de l'offre qui est posée sur la scène internationale, de la pertinence aussi des enjeux des uns et des autres. Et donc, comme certains pays, notamment ceux du BRICS ou comme la Russie ou d'autres pays, se dressent, comme je dirais, un rempart vis-à-vis de certaines ingérences, de certaines même, je dirais, stratégies machiavéliques qui visent parfois même à la diviser, voire à morceler certains États. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces alliances se font d'une manière naturelle pour aller plus vers un intérêt commun et un travail collectif, et comme je disais tout à l'heure, collégial, qui sert ces peuples-là, que de servir par procuration, parfois même par troc, perdant d'autres calculs ou d'autres alliances, parfois même, je dirais, illogiques et surtout pas naturelles du tout. Très bien. Ce qui veut dire que, quelque part, la guerre en Ukraine a été, si vous voulez, salutaire pour beaucoup de pays qui ne trouvaient pas encore leur place dans ce monde, je dirais, bipolaire, parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les BRICS, il y a des pays qui veulent s'affranchir un petit peu de ces chaînes occidentales qu'ils ont subies depuis des années. Alors, parlons un peu de BRICS. Il y a eu plusieurs demandes de pays, y compris donc l'Algérie, pour y adhérer. Est-ce que c'est l'une des répercussions directes de cette guerre en Ukraine, selon vous? Totalement, totalement. Serait-elle bénéfique pour ces pays? Absolument, dans le sens où effectivement tout ce qu'on va en faire, mais je pense que l'Algérie s'inscrit aussi dans une dynamique où elle défend aussi ses intérêts économiques, et elle a tout à gagner justement à intégrer, puisque le président de la République a déjà initié ce projet ambitieux, audacieux de l'Algérie, qui aussi marque aujourd'hui la concrétisation de cette Algérie nouvelle. Donc c'est quelque chose d'innovant, mais surtout ça reflète, je dirais, aujourd'hui cette nouvelle dynamique qui s'est imposée d'elle-même, puisque vous avez évoqué tout à l'heure cette redistribution des cartes, mais d'une manière stratégique, dans laquelle, encore une fois, certains espaces ou certains regroupements, puisque le BRICS en est un, peuvent jouer ce contrepoids, peuvent jouer cette concurrence, puisqu'aujourd'hui, ça a été démontré par les chiffres que le BRICS a un potentiel très important en matière de croissance, mais surtout en matière, je dirais, pas d'accaparement, puisque c'est très réducteur, mais plutôt de captation, justement, de certains pays. L'Algérie en fait partie pour aussi la bonne et simple raison qu'elle a tous les critères au vert, elle a tous les indicateurs de l'aveu, justement, des rapports, que ce soit la Banque mondiale, du FMI et d'autres instances qui, aujourd'hui, dénotent que l'Algérie est un bon élève. L'Algérie, surtout, s'inscrit dans une diplomatie d'amitié, d'entraide entre les États, et je pense que le BRICS serait cette caisse de résonance pour pouvoir l'exprimer davantage. Oui, quelles répercussions selon vous de la guerre en Ukraine sur le Moyen-Orient, sur cette région MENA, dite région MENA? Écoutez, il me vient à l'esprit un exemple très factuel, très concret, très récent, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Il me semble que là, nous avons, d'une manière sans équivoque, justement les conséquences de ce cataclysme géopolitique, puisque certains pays, notamment l'Arabie Saoudite... Qui l'aurait cru. Exactement. Donc, il faut jamais dire jamais, comme on dit. Et je pense que certains pays, comme l'Arabie Saoudite, ont saisi, en tout cas, le signal fort qui a été justement traduit par cette guerre, mais surtout, au-delà de ça, ils se sont rendus compte peut-être qu'effectivement, ils ont été, je dirais... utilisés ou surutilisés à mauvais escient. Donc l'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle gagnerait à revenir peut-être vers une équation beaucoup plus collective, au bon voisinage, mais surtout construire avec les alliés du passé, les alliés d'hier. Et je pense que d'ailleurs, dans un effet de boule de neige entre parenthèses diplomatiques, on a aussi assisté au retour de la Syrie, par exemple, à la Ligue arabe. Est-ce que vous pensez que le fait que l'Algérie soit un pays d'ailleurs très fort en énergie, comme le pétrole, comme le gaz, lui a donné une position privilégiée et lui a permis également de jouer, si vous voulez, cet amortisseur ou ce genre de frein, de choc que pouvait subir l'Europe, et je parle bien du Balkan Nord, hein? Écoutez, là aussi, on revient un peu à l'ADN même de la diplomatie algérienne, et notamment sur l'aspect énergétique. Des pays qui regorgent de gisements naturels, on en a beaucoup, ils sont légion. Par contre, des pays qui regorgent de gisements, et notamment d'hydrocarbures et de gaz, avec une approche pragmatique, responsable et justement désintéressée pour qu'elle puisse être cet allié dans l'équation de plus en plus complexe, hein, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Ils sont peu nombreux et l'Algérie, je pense qu'on fait l'exception aujourd'hui. Donc, elle a su démontrer effectivement d'être un allié au moment où elle aurait pu, pour diverses raisons. Elle a été parfois malmenée, attaquée. À ce jour, elle fait l'objet de plusieurs, je dirais, attaques hostiles, notamment par des regroupements, par certains pays même de l'Europe, qui profitaient même eux-mêmes du gaz algérien. Donc, c'est pour vous dire, et pour autant, le sage reste sage. La diplomatie algérienne a continué à œuvrer toujours dans cet aspect d'intérêt commun et collectif pour pouvoir enfin faire émerger l'intérêt qui soit au-dessus de toute considération. Alors, comment expliquez-vous, M. Badisrenissa, aujourd'hui, cette crise également entre l'Italie sur fond d'immigration, mais pas que, mais parce que c'est également sur fond énergétique entre l'Italie et la France, après qu'il y a eu effectivement cette rivalité entre l'Allemagne et la France? Écoutez, je pense que les disparités commencent un petit peu à prendre forme européenne, plus que prendre forme, aujourd'hui, elles se concrétisent, elles sont illustrées par justement ces divergences abyssales. J'ai évoqué tout à l'heure la mise en danger du traité de Maastricht, qui c'est vraiment l'acte fondateur de cette Union européenne. On a plus que l'impression aujourd'hui, et plusieurs experts d'ailleurs l'attestent, que peut-être l'Europe est en train de vivre ces derniers instants, si elle ne renouvelle pas son approche tant en interne, en gestion interne, à travers une politique générale beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus aussi altruiste par rapport aux enjeux et défis, mais aussi dans son approche aussi avec les États tiers, notamment ce qu'elle considère comme des États du tiers-monde, pour qu'ils puissent justement changer d'approche, qu'elle soit moins arrogante, qu'elle soit moins condescendante, mais surtout qu'elle s'inscrit dans une approche gagnant-gagnant dans laquelle, encore une fois, on sortirait, je dirais, grandi dans ces crises multidimensionnelles que nous vivons aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que la crise en Libye perdure soit aussi l'un des résultats de cette guerre en Ukraine, d'autant plus que, bien sûr, il y a eu la chute de Muammar Kadhafi, il y a eu un pays sans pouvoir central, mais avec la guerre en Ukraine, on a vu quand même la présence de plusieurs puissances en Libye et une véritable lutte de leadership. Alors, vous me permettez, sur le dossier libyen, j'attire l'attention justement sur la force de proposition de l'Algérie depuis des années. Et d'ailleurs, on est en train de revenir petit à petit justement à cette feuille de route pragmatique qui a été proposée, dans laquelle il devrait faire fi et abstraction, mais surtout exclure toute ingérence des États étrangers notamment, et voire même de certaines milices qui œuvrent à l'intérieur. Mais je pense que le dossier des frères libyens démontre aujourd'hui cette projection qu'on pourrait avoir catastrophique si on ne revient pas aux fondamentaux, par exemple, dans la Ligue arabe, dans certains espaces comme l'Union africaine, pour en faire un espace fort, consolidé, renforcé, pour qu'ils puissent défendre
pas que les intérêts des États, mais l'intérêt des peuples justement qui le composent. Donc oui, le dossier libyen aujourd'hui, cette latence, entre parenthèses, parfois caractérisée, parfois même voulue et calculée, fait que nous devons tripler d'efforts, et c'est ce que l'Algérie appelle de ses voeux. Elle a même jeté de tout son poids diplomatique pour pouvoir contribuer, parce qu'il est question de stabilité, de pacification. Donc qui dit stabilité? Vous savez, la sécurité est mère de toutes les sûretés. D'autant plus que le dossier libyen était déjà entre les mains de l'Algérie avec Sabri Boukhadoum. Absolument. Voilà. Et depuis que ça n'est plus le cas, on voit qu'il y a une latence. On avait accompli certaines avancées majeures sur le dossier, puis après, comme vous l'avez dit, cette ingérence parfois destructrice fait qu'aujourd'hui, il y a cette divergence parfois au sein même des frères libyens auxquels nous demandons, enfin nous exhortons en tout cas aujourd'hui, qui s'articulent, en tout cas leur projet s'articule autour de l'intérêt du peuple libyen pour qu'il aille à quoi ils aspirent, notamment le développement du pays. Est-ce que ça pourrait être des cartes de marchandage, et je vais le dire ainsi, pour certains pays justement concernant l'Ukraine? Est-ce que des pays comme ça, sur la rive sud, comme la Libye, peut-être le Soudan, peuvent être des cartes entre les mains de ceux qui dirigent un petit peu ce jeu de géostratégie? Alors nous savons depuis la nuit des temps qu'effectivement il y a des stratégies qui se mettent un peu dans des officines, je dirais, occultes. Parmi elles, il y a cette stratégie de vouloir maintenir une espèce de tension ou de stress permanent, géopolitique et géosécuritaire. Dans la Libye aujourd'hui, elle en fait les j'ai envie de vous dire. Donc oui, effectivement, le dossier libyen peut être ce chantage géopolitique dans la région pour qu'il puisse maintenir la région instable, et qui plus est, qui dit instabilité, dit pas de constance, pas de construction, de reconstruction économique qui ferait profiter justement la région, d'abord le monde arabe, mais aussi l'Afrique. Donc vous voyez, il y a une espèce d'approche pernicieuse de la part de ces puissances pour qu'elles puissent maintenir encore une fois l'Afrique du Nord saupoudrière, surtout prête à exploser à tout moment. Mais encore une fois, j'en doute pas que le travail de l'Algérie aujourd'hui dans sa diplomatie a endigué plus d'un problème, plus d'une problématique, mais surtout a mis des garde-fous pour pouvoir baliser et maintenir un semblant de paix, mais encore une fois qui doit être porté par un effet de groupe, donc un effet de masse, donc tous les États. Alors, jusque-là, on a vu à peu près que tous les pays étaient touchés de manière ou d'une autre, avec plus ou moins une grande portée. Alors, si on parle de redistribution des cartes après la guerre en Ukraine, selon vous, si on va spéculer un petit peu, quelles seraient ces nouvelles cartes qui vont émerger? On a 3 minutes, est-ce qu'on peut les synthétiser de manière... Bon, il me semble, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir sur des paradigmes nouveaux. Quels sont ces nouveaux mondes ou ces petits pays qui vont émerger? Donc déjà, tel est le cas, bien sûr. Déjà, il y a une espèce d'attractivité naturelle qui se fait vis-à-vis de l'Algérie, par exemple, qui est devenu un pays phare, un pays même la Mecque des aspirations au développement, qu'elles soient d'ailleurs sociales, sociétales, économiques, politiques et autres. Et aussi, il faut donner un modèle, il faut donner un cap, il faut donner aussi une approche pragmatique pour poser les jalons, pour poser aussi justement les perspectives, oui. toujours dans une approche d'intérêt commun, avec un monde plus juste, plus équitable, qui mettrait toujours l'intérêt des peuples au centre de l'équation, au centre même du réacteur de la décision politique. On gagnerait aujourd'hui à suivre effectivement le modèle de l'Algérie comme force de proposition, mais surtout comme, je dirais, chef de file naturel aujourd'hui qui s'inscrit par fait d'action sur le terrain pour qu'on puisse justement aller dans ce sillage, mais surtout innover dans le modèle de gouvernance de ces États. Merci M. Bedisranissa, il nous reste 1 minute. Donc je vous donne le dernier mot, je ne vous pose pas de questions sur la question de cette guerre en Ukraine et son influence et ses répercussions. Écoutez, l'Algérie aujourd'hui, pour revenir, moi je suis un fidèle justement à la diplomatie algérienne, et aujourd'hui il faut souligner que l'Algérie pèse de tout son poids. L'Algérie est passée d'un pays justement qui a connu certaines étapes, qui joue un rôle pivot, qui est même invité à peut-être, pourquoi pas demain, jouer un rôle naturel. On l'a vu en Amérique latine, par exemple. On le voit aussi auprès des puissances internationales. Je pense que l'Algérie n'est qu'au balbutiement d'une explosion diplomatique positive, que le monde en profiterait.
Eh ben, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Monsieur Badis Khanissa. Je rappelle que vous êtes président du think tank Émergence, que vous êtes également expert en questions internationales. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous en présentiel pour notre plus grand plaisir. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre thème de l'échiquier international. Au revoir.